Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien Analyse du Monde. Donc là, cette vidéo est le point sur l'Ukraine du 14 mai 2023 avec pour titre l'offensive ukrainienne a déjà commencé. Alors, comme d'habitude, les points sur l'Ukraine sont divisés en deux parties. Les informations générales suivies d'une petite conclusion à la fin et après la carte militaire. Donc on commence par les informations générales. Alors, la Russie semble confirmer sa stratégie d'avancer de manière incrémentale sans jamais vouloir faire une grande offensive. Comme l'avait dit la semaine dernière un commandant des forces tchétchènes dans le Donbass, Alla Oudinov. Cela permet, je pense, d'éviter à l'armée russe d'être repérée par un rassemblement d'hommes et de matériel important, et donc d'éviter une grosse logistique qui pourrait en plus être facilement repérée et donc détruite. Donc, et ça évite aussi de perdre beaucoup d'hommes. Dès qu'il y a un gros rassemblement, évidemment, les chances de détection sont infiniment plus grandes. Enfin, cela permet de protéger la vie des hommes tout autant que le matériel. Cette stratégie semble donc en effet être la plus sage, mais c'est aussi la moins rapide et la moins populaire, bien sûr. En début de semaine, les Russes ont lancé de nombreux missiles, principalement des Kh-22, Kh-32 et des Kh-101. Les Kh-101, ce sont d'énormes missiles à longue portée. Ils ont été lancés par des bombardiers Tu-22 et Tu-95. Donc Tu, c'est les Tupolev. Aussi, des missiles Calibre ont été lancés par bateau. En plus, une vingtaine de bombes planantes Fab 250, Fab 500 et Cab 1500 seraient lancées tous les jours depuis 2 semaines d'après Alexander Mercouris, un grand expert du conflit et dont les informations sont très fiables. Alors Alexander Mercouris, je vous en ai déjà parlé à moult reprises, c'est un expert du conflit anglais et qui fait des vidéos tous les jours de plus d'1 heure à chaque fois sur le conflit, ce qu'il se passe sur le terrain. Comme depuis des mois maintenant, certains missiles antiaériens S-300 ukrainiens ont encore raté leur cible pour tomber sur des bâtiments civils ukrainiens. Et apparemment cela arrive de plus en plus souvent. Ces attaques massives de missiles seraient certainement l'offensive en cours ukrainienne, car comme est dit dans le titre, l'offensive ukrainienne aurait déjà commencé, mais par petites touches et un peu partout sur le front. Je rappelle aussi que les Fab 250 veut dire des bombes planantes de 250 kg, Fab 500 de 500 kg, et les Cab, donc non pas des Fab mais des Cab 1500, sont des bombes planantes d'1,5 tonne qui font des dégâts absolument terribles. Donc d'après Alexander Mercouris, apparemment une vingtaine de ces bombes sont utilisées tous les jours. Le pilote et le navigateur d'un chasseur Sukhoi 34 russe ont été abattus dans la région de Bryansk, en plus de 2 hélicoptères Mi-8 toujours dans la même région. Il est clair que les soldats ukrainiens ont introduit des systèmes de défense aérienne dans la zone adjacente à la région de Bryansk. Bryansk est l'oblast, ou région comme on voudra, qui est au nord de la frontière ukrainienne. Mes rapports russes venant de la chaîne Slaviangrad montrent que les frappes ukrainiennes sont de plus en plus nombreuses.
Alors, on verra si cela continue, mais en tout cas, il y a eu des offensives sur Lugansk, en plus, évidemment, de la destruction d'un Sukhoi 34 et de deux Mi-8. Ils ont fait en plus une offensive importante sur le flanc sud et le flanc nord autour de Bakhmut. Donc tout ça, c'est une démonstration de force de l'armée ukrainienne qui coïncide avec le voyage de Zelensky au Vatican, en Italie et en Allemagne. Donc évidemment pour réclamer plus d'armes et pour dire au monde, bah regardez, nous on est là, on est bien actifs et vous voyez, ça vaut encore le coup de nous donner des armes parce que l'espoir est encore là, nous pouvons encore nous battre, regardez, on avance, on fait des choses, on a du succès, donc donnez-nous des armes, il y a encore une chance. Donc tout ça est une opération marketing, bien évidemment. Le Vatican a dit oui, bon, on a le soutien, voilà, mais bon, vite fait, comme ça. L'Italie a dit oui, vous avez le soutien de l'Italie, mais au niveau du matériel et des finances, ça reste flou quant à ce que va vraiment donner l'Italie. L'Allemagne a été plus directe, hein, Olaf Scholz, lui, il a dit que l'Allemagne allait donner 2,7 milliards d'euros à l'Ukraine et des chars, des véhicules blindés et des systèmes antiaériens. Voilà, c'est ce que Scholz a promis. Donc on voit que l'Allemagne est devenue comme l'Angleterre ou la Pologne, c'est-à-dire un acharné. Donc nous verrons ce que cela donne vraiment dans le temps. Mais en tout cas, toutes ces attaques ukrainiennes, importantes, hein, il faut le dire, on ne peut pas dire avec succès, vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais en tout cas, ces attaques ukrainiennes coïncident comme par hasard, pile au moment où Zelensky fait sa tournée, une énième tournée pour réclamer de l'argent et du matériel militaire. Donc évidemment, il n'y a nul hasard là-dedans. D'après le colonel McGregor, il est confirmé que l'armée russe en Ukraine est d'au minimum 500 000 hommes, dont 200 000 seraient retenus en arrière en cas de besoin, mais toujours en formation, entraînés, etc. Par contre, l'armée ukrainienne est maintenant moins bien connue, mais l'estimation est d'environ 150 000 hommes sur le front. Chiffre à prendre avec des pincettes, évidemment. Les Anglais vont envoyer des missiles de croisière à longue portée à l'Ukraine. On ne sait pas combien. Peut-être quelques-uns auraient déjà été livrés. Cela reste à confirmer. Ce seront des Storm Shadow. Alors il faut savoir que les Storm Shadow, ce sont des missiles de croisière à plus ou moins longue portée. Et nous, on a exactement les mêmes en France, sauf que nous, on les appelle les Scalp, hein. Voilà. Pour nous, c'est les Scalp. Pour les Anglais, c'est les Storm Shadow. Donc, ce sont des missiles qui coûtent entre 800 000 et 900 000 euros suivant le modèle. La vitesse, c'est 1000 km/h, portée 560 km maximum. Mais apparemment, ceux qui vont être envoyés à l'Ukraine vont être bridés à 300 km de distance maximum. Apparemment, cette information a l'air d'être sûre. Donc, cela n'irait pas plus loin de 300 km. Certains même parlent de 260 km maximum. Alors, quels avions ukrainiens vont utiliser ces missiles? On ne le sait pas. À quelle distance pourront-ils tirer? Vraiment, on ne le sait pas vraiment. S'ils veulent tout du moins pénétrer le territoire russe. Parce que, évidemment, utiliser ces missiles de croisière, cela veut dire que le but est quand même d'atteindre le territoire russe, même si les Américains disent non, 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 ils ne le feront pas. Évidemment, bien sûr qu'ils le feront, cela va de soi. Il y a déjà eu des attaques dans l'oblast de Bryansk, qui est un territoire russe, ainsi que Belgorod, donc ils ne se gêneront pas. Mais ça, c'est l'hypocrisie, bien évidemment, occidentale. On donne le missile qui va bien pour atteindre le territoire russe,
mais on dit à l'Ukraine, surtout, ne frappez pas le territoire russe. Vous voyez l'hypocrisie, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, ces missiles, bon, pour moi, c'est un petit peu délicat à utiliser parce que apparemment l'information est relativement sûre, donc ils vont être bridés à 300 km. Ça veut dire qu'il faudra les envoyer donc par un avion de combat qui devra se rapprocher de la ligne de front, surtout si c'est pour attaquer le territoire russe. Quand je dis territoire russe, évidemment, je parle surtout de la Crimée, ainsi que du vrai territoire russe, hein, non pas des 4 oblasts nouvellement acquises par les Russes. Donc évidemment, ils pourront faire des frappes en profondeur, bien sûr, mais ces missiles-là de croisière sont très lents, très peu furtifs, malgré ce que l'Occident en dit. Hein, les Storm Shadow sont pas si furtifs que cela, voire pas du tout, mais encore une fois, ça dépend des modèles. Et donc ça veut dire qu'il faut les avions adaptés, il faut que les avions se rapprochent. Ça veut dire que les avions pourront être atteints par les missiles antiaériens russes, qui sont extrêmement efficaces. Ils sont très lents, encore une fois, ces missiles, donc ils pourront être facilement abattus. Il faut savoir que la DCA russe est en plus spécialisée dans l'arrêt des missiles de croisière. En plus, c'est le gros point fort des systèmes antiaériens russes, c'est-à-dire l'arrêt des missiles de croisière. C'est leur gros point fort, c'est là où les Russes sont les plus forts. Donc j'ai des gros doutes quant à l'utilisation de ces Storm Shadow. Vraiment de leur efficacité tout du moins. Alors évidemment, s'ils touchent, ça fait très mal, puisqu'il y a une charge explosive de 450 kg. Donc effectivement, ça fait mal. Mais bon, faut que le missile arrive à sa cible. Et étant donné le coût d'un missile, à mon avis, les Anglais, ils vont pas en envoyer beaucoup. Surtout que les Anglais n'en ont pas tant que ça. Donc encore une fois, pour moi, tout cela n'est que de la montre, hein. Pour moi, c'est que de la communication, bien évidemment. Tout ça, c'est comme le matériel promis par l'Allemagne. Nous verrons. En attendant, les fameux chars, les fameux 300 chars occidentaux promis, bah, ne sont pas là. Alors, je dis bien les chars occidentaux, hein, c'est-à-dire anglais, allemands et américains. On ne parle pas des chars roumains et polonais, hein, hein, qui sont pas considérés comme des chars occidentaux. Donc ils n'ont que quelques dizaines de chars réellement occidentaux et dont beaucoup ne sont pas fonctionnels. Je tiens à le rappeler, je l'avais déjà dit dans mon précédent point sur l'Ukraine. Alors, maintenant on va parler de Prigogine. Alors là c'est un cas, il y a beaucoup à dire. Donc au 9 mai, Prigogine a encore été en colère car il s'était plaint de manière grandiloquente de ne pas avoir suffisamment de munitions et qu'il quitterait Bakhmout le 10 mai. Puis le lendemain, on lui promet les munitions, donc il est content. Le surlendemain, il n'est pas content parce qu'il dit qu'il n'a reçu que 10% de ce qui a été promis. Donc il ne se demande même pas que l'armée russe, bah, ce n'est pas que Wagner qui a eu 900 km environ de ligne de front et qu'il faut bien que l'armée russe ait elle aussi des munitions et des obus. Alors Prigogine n'arrête pas de se plaindre, mais il ne pense pas aux autres, il ne pense qu'à lui. En plus, il a fait une déclaration fracassante il y a peu en disant que les Ukrainiens avaient attaqué les flancs sud et nord de Bakhmout et que l'armée russe avait fui. Il a employé ces termes-là. Donc évidemment, le fait qu'il ait dit ça, ça a fait un vent de panique chez les blogueurs russes, évidemment, qu'on bloguait à fond. Alors des vidéos sont apparues de manière virale sur Telegram, TikTok, en disant ah voilà l'armée russe en déroute, ça a fait un petit vent de panique.
à cause de Prigojine. Or, il s'est avéré que c'était faux. Alors au début, j'avoue que moi-même, j'ai été un peu trompé parce que Prigojine n'a jamais dit vraiment de contre-vérité. Il a toujours été plus ou moins exact. Donc, mais c'était sans compter ses colères. Et comme il déteste Gerasimov et Shoigu, il n'arrête pas de faire des déclarations de plus en plus énormes. Jusque-là, ça a atteint un point absolument énorme en disant cela, en disant que la 72e brigade russe avait été détruite. Or, qu'est-ce qui s'est passé 24 heures après ces déclarations? Des rapports de Russes sur place et surtout du ministère de la Défense russe a remis les affaires en ordre, hein. Donc déjà, tout le monde est d'accord, il y a un consensus sur tous les russophones, tous les experts en guerre, en tout ce qui est en guerre concernant la Russie, la 72e brigade n'existe pas. Donc on sait, alors peut-être que c'est une erreur de Prigojine, ou peut-être qu'il dit n'importe quoi, ou on ne sait pas, où il perd pied à cause du stress, parce qu'il subit un énorme stress. On ne sait pas, en tous les cas, tous les contacts que j'ai, les rapports disent qu'il n'y a pas de 72e brigade russe. Alors déjà ça, ensuite il dit que l'armée régulière russe a fui. En fait non, elle a fait un léger repli stratégique de 230 à 250 mètres en arrière afin de se regrouper pour mieux attaquer. Donc ce qui s'est passé, c'est que certes, les Ukrainiens ont fait une forte offensive sur la pince nord et la pince sud du chaudron de Bakhmut, ça c'est vrai, mais ils n'ont fait aucun dégât et leur offensive a été repoussée. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est comme à Kherson. C'est-à-dire les Russes, voyant qu'il y avait une grosse offensive, entre guillemets, hein, sur la pince sud et nord de Bakhmut, se sont retirés stratégiquement pour se regrouper. Les Ukrainiens sont tombés dans une nasse, comme d'habitude, vous allez me dire. Ça fait quasiment 9 mois que ça dure, ce genre de cirque. Et ils se sont fait détruire. Voilà. Donc effectivement, il y a eu un retrait, ça c'est vrai. Les Russes ont quasiment eu aucune perte. Les Ukrainiens ont eu une énorme perte. Alors, je ne peux pas jeter la pierre aux Ukrainiens parce que stratégiquement, effectivement, cela faisait sens puisque quand on crée des pinces au nord et au sud, ici sur Bakhmut, ben, on amincit évidemment les forces russes. Là, pour le coup, c'était les forces russes. Quand on crée des pinces, bien évidemment, les forces s'étirent, donc elles s'amincissent, donc elles s'affaiblissent. Les Ukrainiens y ont vu là une opportunité, ils se sont jetés dessus, mais ils ont vu là une opportunité qui coïncide avec les voyages de Zelensky. Parce que ces pinces-là, ça fait déjà 2 mois environ qu'il y a ces pinces. Pourquoi maintenant? Bah maintenant parce que ça coïncide avec le voyage de Zelensky. Donc c'est tombé pile au moment où Zelensky est parti en Italie et en Allemagne. Voilà, donc il a fait Vatican, Italie, Allemagne. Voilà. Et l'attaque s'est faite pile à ce moment-là. Voilà. Donc ça peut paraître intelligent, mais évidemment, bon déjà l'offensive ukrainienne a été repoussée, mais il n'y a nul hasard là-dedans, bien évidemment. Ces pinces-là, ça fait pas que maintenant qu'elles existent, hein. Ça, moi, ça fait 2 mois que je vous en parle à peu près, voire même plus. Voilà. Donc Prigojine semble vraiment perdre pied. Là, il joue le martyr de manière crescendo, avec ses problèmes d'obus dont il parle en permanence et dont il fait des scènes en permanence. Sauf que ces scènes commencent à exaspérer le Kremlin. En plus, il insulte l'armée russe, donc à mon avis, il a été beaucoup trop loin, Prigojine.
Alors maintenant, en ce qui concerne les attaques ukrainiennes, Prigogine évidemment est dedans, il voit très bien comment cela se passe, c'est toujours le même cirque. Donc concernant ces manques d'obus, c'est toujours le même cirque. Donc là, on a vraiment l'impression de tourner en rond. Mais tout cela étant dit, l'armée de Wagner avance toujours. Et le pire, c'est qu'après ces scènes, Prigogine, samedi soir, tard dans la soirée, samedi soir, Prigogine fait une déclaration en prenant une image assez étonnante. Lui, il dit que l'armée de Wagner est comme un cheval au galop ayant des œillères et que rien ne peut arrêter. Donc Prigogine dit que voilà, on est en grande difficulté, il n'y a pas d'obus, l'armée russe régulière a fui, ce qui est faux, hein. Mais l'armée de Wagner avance tel un cheval au galop ayant des œillères. Et il dit que là, il ne reste plus que 630 mètres de large, donc dans une bande d'environ 630 mètres pour environ 1 kilomètre de long, c'est ce qui resterait du territoire dont les Ukrainiens peuvent se prévaloir. Donc en gros, lui il dit que samedi il a avancé de 220 mètres. Alors ça semble peu, mais sur Bakhmut c'est quand même pas mal. Donc lui il dit à la fin, voilà, après tout ce cirque, à la fin, bon, les Ukrainiens n'ont plus que une bande de 630 mètres de large et environ 1 kilomètre de long. Voilà, ce qui est très très peu, hein. Ça veut dire que là, les Ukrainiens n'ont plus que 2-3% de la ville de Bakhmut. Voilà, peut-être même moins. Donc vous voyez, c'est vraiment une cacophonie, un chaos complet au niveau de la communication. Et bon, tout cela n'engage que Prigogine. Alors moi au début, je me suis quoi? Pas au début, hier je me suis dit ça va tellement loin dans les provocations de Prigogine. Puis ah oui, j'ai oublié, il a ajouté que Shoigu et Gerasimov donc n'étaient pas de vrais généraux qui ne pensaient pas bien, ils n'avaient pas de bonne stratégie, qu'ils trompaient Vladimir Poutine. Voilà, et vous notez que Prigogine dit cela en ne s'attaquant jamais à Poutine lui-même, hein. Il dit que Poutine a été trompé par son état-major. Donc il ne s'attaque jamais à Vladimir Poutine directement. Mais en fait, ça a été tellement loin que je me suis dit que c'était peut-être un coup monté entre le Kremlin et Prigogine. Que Prigogine disait cela pour soi-disant montrer une image faible de Wagner à Bakhmut pour inciter les Ukrainiens à attaquer. Alors certes, c'est ce qu'ils ont fait. Donc je me suis dit c'était peut-être cela. Mais le problème c'est qu'il a été beaucoup trop loin. Donc en finale j'ai abandonné cette idée parce qu'il insulte l'armée régulière russe. Ça c'est quand même fort. Le fait qu'il ait dit que l'armée régulière russe ait fui sur le flanc sud et nord à cause de l'attaque ukrainienne, ça c'est quand même une déclaration terrible, surtout qu'il ment. Il ment, ou alors peut-être qu'il ne ment pas, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'on lui a rapporté, et lui immédiatement il a fait une déclaration sans même vérifier auprès du ministère de la Défense, quoi, auprès de sa hiérarchie, hein, tout simplement, parce qu'il a une hiérarchie, Prigogine, il n'est pas indépendant, pas du tout, voilà. Donc ça va tellement loin que je me suis dit non, non, là c'est pas possible, là c'est Prigogine qui pète un câble ou qui veut être en concurrence avec Vladimir Poutine pour la présidentielle de 2024. Bref, je me suis posé plein de questions, mais ça va beaucoup trop loin parce qu'à cause de Prigogine, ça a mis un petit peu un vent de panique en Russie concernant la force de l'armée russe. Au final, bon, tout a été démenti. Bon, Slavian Glad, colonel McGregor, Xavier Moreau, bien sûr, Alexander McCorris, Brian Berletti, quoi, tous les grands, grands experts du conflit, après, ont tous dit, que ça soit du côté américain
comme du côté russe bien sûr, mais d'autres évidemment. Tous les rapports convergent en disant que non, 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 c'est l'inverse, et les Ukrainiens ont fait encore une fois des petites offensives, et encore une fois, toutes leurs offensives ont été repoussées. Donc peut-être par ignorance, donc il a eu un coup de sang, voilà. Mais toutes ces déclarations sont reprises par les médias occidentaux. Donc ça a une immense conséquence au niveau de la communication. Donc là, il a été beaucoup, beaucoup trop loin. Donc non, pour moi, ce n'est pas un plan caché, voilà, avec le Kremlin. Non, non. Faut pas oublier que Prigogine, c'est un civil. Il ne commande strictement rien de l'armée de Wagner. Je l'ai déjà dit dans mes précédents points sur l'Ukraine. Je me répète donc, Prigogine n'est qu'un commercial. C'est quelqu'un qui fait du marketing uniquement. Il en a une uniforme, mais c'est un civil. Il ne faut pas l'oublier. Alors il a beau se moquer de Shoigu en disant oui qu'il n'est pas un officier, qu'il n'a pas combattu sur le terrain. Et c'est vrai, il a raison. Shoigu est un civil. C'est un ingénieur en génie civil, Shoigu à la base. Voilà. Mais il a d'immenses compétences de gestionnaire de la défense. Et c'est ce qu'on lui demande à Shoigu. Shoigu, c'est le ministre de la Défense. C'est pas un général sur le terrain. Alors, Prigogine se moque de Shoigu comme ça, mais Shoigu, en attendant, est excellent. Alors que Prigogine, bon, Prigogine est pas mauvais dans ce qu'il fait, hein, bien sûr, mais ce n'est pas Prigogine qui commande sur le terrain. Il y a un général de Wagner qui est toujours dans l'ombre, dont on ne parle pas. En fait, il est tellement stratégique qu'on garde son identité secrète. Et il ne faut pas oublier que le Wagner, dont le nom a été inventé par Prigogine, cela n'avait pas de nom à ma connaissance précis, cela avait un nom russe. Mais il ne faut pas oublier que le groupe Wagner a été fondé par le GU, voilà, ou aussi appelé anciennement le GRU. Le GRU, c'est l'ancien nom, maintenant c'est le GU. Voilà. Donc les Anglais appellent ça le Main Directorate, c'est-à-dire la direction principale en français. Le GU, ça veut dire direction principale, hein. Voilà, faut pas l'oublier. Ça, c'est le véritable nom du GU. Et c'est le GU qui a fondé Wagner. Faut pas l'oublier. Faut pas oublier que Wagner, le groupe Wagner de mercenaires, est commandé, dirigé, payé, supervisé par le ministère de la Défense russe. Ça, faut jamais l'oublier, hein. C'est des mercenaires qui ont été créés par le ministère de la Défense russe. Voilà, faut pas l'oublier. Et vraiment par le GU. Voilà, je faisais une longue digression, excusez-moi, mais il y a des choses qu'il faut de temps en temps un petit peu rappeler. Voilà, donc concernant Prigogine, c'est vraiment quelque chose de fort. Encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis, mais à la fin de la guerre, je ne donne pas cher de la peau de Prigogine, hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de lui, hein. J'avoue, je comprends pas Prigogine parce qu'il est capable, c'est quelqu'un de capable, d'intelligent, voilà, il est patriote, ça c'est certain. Je ne comprends vraiment pas. Alors, encore une fois, peut-être que c'est simplement humain et qu'il ne faut pas chercher midi à 14 heures, hein. Peut-être, lui, ça fait des mois qu'il est sur le terrain, Prigogine, hein. Ça, on peut pas lui enlever. Il est près de ses hommes, ça, on peut pas lui enlever, hein. Donc, il a de forts liens avec ses hommes, Prigogine. C'est comme le général Soulovikine. C'est pour ça que le général Soulovikine, qui a inventé la guerre d'attrition, le général Soulovikine est très respecté par Prigogine. Faut pas l'oublier. Ah oui, parlant du général Soulovikine, contrairement à ce que vous disent les médias depuis des mois, le général Soulovikine n'a pas été écarté du commandement des forces en Ukraine russes parce qu'il a été mauvais. Non, 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 loin de là. Soulovikine a été excellent, ça a été reconnu d'ailleurs, et il fait partie de l'état-major. Il a même pris du galon et il travaille directement avec Shoigu, hein.
le général Sourovikine. Alors, il travaille avec Shoigu et Gerasimov, directement. Directement. Donc, en gros, moi, ce que j'ai appris de tous les rapports russes que j'ai, les rapports du ministère, hein, c'est que Sourovikine, en fait, c'est lui qui dirige toutes les forces russes, au final, de manière assez directe, et il est au-dessus de... Et en fin de compte, il commanderait Prigogine de manière indirecte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'encore une fois, le groupe Wagner est commandé par un général de l'ombre. Voilà, dont on ne sait rien. Voilà, ça faut pas l'oublier. Bon, je passe là-dessus. Zelensky a été interviewé par la BBC et il a dit que la grande offensive a été suspendue pour donner plus de temps à l'Ukraine à sa préparation. Vous voyez, cette fameuse grande offensive. Donc la grande offensive, je fais une petite parenthèse sur la grande offensive. Moi-même, j'avais cru qu'elle allait se faire en décembre, en fin décembre, vers Noël à peu près. Cela ne s'est pas fait, mais sur Slaviangrad, il y a des experts qui ont dit qu'effectivement, cela devait être fait en fin décembre. C'est pour ça que tout le monde en parlait. Mais en fait, le sol n'a jamais été gelé plus de 2 semaines. Donc en fait, une grande offensive n'était pas possible des deux côtés. Rasputitsa était là tout le temps au final. Donc au final, le sol était complètement meuble, humide. Il y a eu des pluies. En fait, il n'y a vraiment jamais eu de sol gelé pendant assez longtemps. Voilà. Donc, alors moi, j'ai pas suivi la météo exacte depuis décembre en Ukraine, hein. Donc effectivement, c'est une explication que j'ai souvent vue dans les rapports de Slaviangrad. Voilà. Donc, en tous les cas, Zelensky a dit que la grande offensive était suspendue. Alors, moi, ça m'étonne pas parce que ça va dans les traces du général Mark Milley, qui est le chef d'état-major américain, qui avait dit qu'une grande offensive ukrainienne ne se ferait pas cette année, mais éventuellement l'année prochaine. Ça n'engage que lui. Mais en tous les cas, moi, les rapports que j'ai côté américain, c'est que le Pentagone pousse Zelensky à faire une grande offensive. Ils en ont marre. Alors, d'après ce que je comprends, c'est tout simplement parce que l'opinion américaine, mais aussi européenne, parce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits, et les Occidentaux, au niveau de la population, apparemment, en ont de plus en plus marre de cette situation et de voir tout ce budget qui est consacré à l'Ukraine, alors que tout ce qui se passe en Europe et aux États-Unis et au Canada d'ailleurs, fait que en fait les pays au niveau domestique auraient grandement besoin de cet argent et que cet argent n'a rien à faire en Ukraine. Donc la population occidentale commence à être fatiguée de cela. C'est pour ça que le Pentagone essaye de pousser Zelensky à faire cette grande offensive. Par contre, moi, d'après ce que je sais, l'Union européenne, elle, pousse Zelensky à faire des négociations avec Vladimir Poutine. Et comme je vous l'avais dit il y a déjà quelques temps de cela, c'est Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Donc vous voyez le double standard, là un peu l'hypocrisie, parce que bon, Emmanuel Macron, lui, il est clairement en retrait au niveau de l'Ukraine, clairement, mais Olaf Scholz est de plus en plus dedans, hein, comme le Premier ministre anglais d'ailleurs. Donc il y a vraiment un double langage, hein. Par contre, l'Angleterre, elle, c'est comme la Pologne, hein. C'est à fond, à pousser Zelensky à la grande offensive, exactement comme le Pentagone, comme les États-Unis. Mais c'est normal, encore une fois. L'Angleterre et les États-Unis, c'est quasiment la même entité. Donc quand les États-Unis disent une chose, l'Angleterre dit la même chose, bien évidemment. Voilà. Donc Joseph Borrell, donc le directeur du Conseil de l'Union européenne, sur Euronews le 5 mai, prévient que si l'Europe ne donne pas plus d'aide militaire et financière à l'Ukraine, la guerre serait perdue en quelques jours. Voilà. Donc ce qui donne un mauvais signe concernant l'image de la guerre en Ukraine, côté occidental.
Et ce qui rejoint encore une fois ce qu'a dit le général US Mark Milley. Donc Joseph Borrell, là, il donne un signe de mauvais augure, parce il sent que l'Union européenne, il sent que l'Occident, dans son ensemble, est de moins en moins motivé à aider l'Ukraine. C'est pour ça qu'il a lancé ça. Donc cela ne m'étonne pas du tout. Alors, pour la grande offensive ukrainienne, donc de moins en moins de gens y croient, même si d'après le New York Times, ça je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, disent que l'Ukraine préparait 48 000 hommes pour cette grande offensive. Voilà, donc voilà. Alors Zelensky, d'après ce que j'ai lu, lui, il est toujours en colère parce que tout ce qu'il réclame à chaque fois, on ne lui donne pas. Voilà. Là, les dernières livraisons d'obus, de munitions, de systèmes antiaériens, de chars, bah, évidemment, n'ont pas été livrées comme lui le voulait. Voilà. On apprend que Syrski, le général en chef des forces terrestres ukrainiennes, se trouve dans la banlieue de Bakhmout, la banlieue ouest, pour commander les forces ukrainiennes uniquement de cette ville. Alors ce qui est complètement fou, parce que ça veut dire qu'on a le général en chef des forces ukrainiennes terrestres, hein, pour tout ce qui est armée de terre, lui s'occupe uniquement de Bakhmout. Voilà. Tellement Bakhmout est stratégique pour les Ukrainiens. Donc c'est quand même étonnant. Alors oui, je comprends pourquoi il n'y a pas de grande offensive prévue, puisque Zelensky a décidé, mais ça il l'avait déjà dit à plusieurs reprises de manière publique, que Bakhmout c'était vraiment la chose la plus importante, c'était tout ce qui comptait en ce moment. Donc il a mis Syrski, le général de l'armée terrestre ukrainienne, à s'occuper de Bakhmout. Donc on a une ville et le général en chef des forces terrestres pour Bakhmout. Et Bakhmout est en train d'être perdu de toute manière. De toute manière. Donc il risque pas d'y avoir une grande offensive puisque personne s'occupe de cette grande offensive, effectivement, vu que Syrski est en train de s'occuper de Bakhmout. Voilà. Alors, petite parenthèse comme ça, Zaloujny, le général Zaloujny, qui est le commandant suprême de toutes les forces armées ukrainiennes, lui, il a disparu des radars, alors que lui, d'habitude, fait des déclarations assez régulières. Mais Zaloujny, je vous l'ai dit dans mes précédents points militaires depuis des mois, et je dis bien depuis des mois, au moins 4 ou 5 mois. Je vous ai dit que Zaloujny, à 3 reprises au moins, avait dit qu'il fallait faire une retraite à Bakhmout. Le Pentagone l'avait dit aussi, à 2 reprises, le Pentagone. Zaloujny, il avait demandé publiquement à Zelensky qu'il fallait faire une retraite à Bakhmout, que les hommes mouraient pour rien. Zaloujny, à un moment donné, je vous avais dit qu'il allait être viré, parce qu'il avait fait... Il était trop en désaccord avec Zelensky. Je vous avais dit, Zaloujny va être viré. Le ministre de la Défense ukrainienne, à un moment donné, je vous avais dit, lui aussi, il allait être viré. Et c'était prévu. Le directeur du SBU devait remplacer le ministre de la Défense ukrainienne, pardon. Et rien ne s'est fait. Rien ne s'est fait. Zaloujny est resté en place. Le ministre de la Défense ukrainienne est resté en place. Rien n'a changé. Alors qu'ils étaient plus ou moins en désaccord avec Zelensky. Zaloujny carrément en désaccord. À mon grand étonnement, je vous l'avais dit dans le point sur l'Ukraine, il y a environ 2 mois, 2 à 3 mois à peu près. 2 mois plutôt. Et là, Zaloujny disparaît des écrans radars. Plus de déclarations, ça fait un moment qu'on n'entend plus parler de lui. À mon avis, il a été écarté. Mais ça n'engage que moi, ce n'est que mon hypothèse, bien sûr, on ne sait pas. Après tout, j'étais persuadé que c'était prévu que le ministre de la Défense saute. Et il n'a pas sauté. Alors maintenant, Zaloujny, franchement, je ne sais pas. Hein. Mais lui, Zaloujny, il a toujours été vraiment contre Zelensky. Hein.
Donc apparemment, je pense qu'il a été écarté. Bon, enfin bref. Voilà. Donc pour moi, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette fameuse grande offensive ukrainienne, je n'y crois pas. Je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Ils vont faire des offensives sur le long, voilà, le long de la ligne de front, exactement comme les Russes, et c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Donc même le général Trinquant sur LCI a dit qu'il fallait, quand il fallait faire une offensive, fallait des forces armées 3 à 4 fois supérieures par rapport au nombre d'hommes qui sont à la défensive. Donc évidemment, les soldats ukrainiens n'ont pas cela et ils ne sont pas prêts. Et là, je rejoins Zelensky. Zelensky a raison. L'armée ukrainienne n'est pas prête pour une offensive. Donc là, il a raison, Zelensky. Donc moi, j'y crois pas. Et il va y avoir une offensive normale. Ça va être, voilà, une guerre d'attrition des deux côtés. Voilà, chacun va faire sa guerre d'attrition. Voilà, tout simplement. Donc, en tous les cas, moi, ce que je vois, c'est que tout ça, c'est que du marketing, c'est que de la communication, puisque moi, d'après ce que je vois, eh bien, l'armée ukrainienne a bien évidemment perdu. Et il faut pas oublier la vidéo qu'avait fait Zelensky il y a peu de temps, je crois que c'était il y a un mois et demi, où il avait fait une vidéo, donc filmée, évidemment le monde entier pouvait la voir, en disant qu'il invitait BlackRock, qu'il invitait Lockheed Martin, McDonald's, Vanguard et autres grands groupes, Goldman Sachs, des banques américaines. Bref, il disait qu'il était très content d'accueillir tous les grands groupes américains en Ukraine. Vous vous souvenez, à un moment donné, il avait même changé une partie du drapeau ukrainien en mettant le logo de Lockheed Martin, BlackRock, McDonald's et entre autres logos sur le drapeau ukrainien. Vous vous souvenez de ça? Enfin, pour ceux qui me suivent, vous vous souvenez? Je vous avais même mis l'image. Donc ça, c'était dans mes anciens points sur l'Ukraine. Donc vous voyez, Zelensky a rencontré Larry Fink, donc le PDG de BlackRock, en... mais physiquement, hein. Voilà, donc il l'a déjà rencontré en Ukraine pour payer la reconstruction de l'Ukraine. BlackRock a dit oui, oui, la reconstruction de l'Ukraine, bien sûr, pas de problème. C'est BlackRock qui s'occuperait de la reconstruction de l'Ukraine. Et qui paierait BlackRock? Évidemment, BlackRock a dit oui, moi je suis prêt à investir. Mais qui paierait BlackRock? Eh bien, l'Union européenne. Voilà. Et Ursula von der Leyen avait dit oui, voilà, et Charles Michel aussi avait dit oui, la reconstruction de l'Ukraine, bon, entre 900 milliards d'euros à 1200 milliards d'euros, on ne sait pas exactement, jusqu'à environ 2200 milliards d'euros pour la reconstruction de l'Ukraine. Voilà. Donc c'est en gros, évidemment, c'est pas l'Ukraine qui pourrait payer sa reconstruction, donc c'est l'Union européenne qui paierait la reconstruction, et à qui donnerait tout cet argent pour la reconstruction? À BlackRock. Voilà. Et voilà. Donc c'est ça qui va se passer à la fin. Et évidemment, l'Ukraine sera l'esclave à jamais des États-Unis pour payer, hein, évidemment, toutes les armes qu'ils ont achetées aux États-Unis, puisque les États-Unis ne font que vendre. Ils ne donnent rien. Même les finances qui ont été données par les États-Unis devront être remboursées par l'Ukraine. C'est-à-dire tout ce qui a été donné en argent, tout ça en cash par les États-Unis, devront être remboursés par l'Ukraine. Donc les États-Unis ne perdent rien au final. Et l'Ukraine va être à jamais les esclaves financiers des États-Unis. Et oui, ça faut s'en souvenir. Je l'ai déjà dit dans d'autres points sur l'Ukraine, je le répète. Donc, conclusion, tout ça est prévu de longue date, bien évidemment, et le fait que BlackRock
donc le fer de lance de l'État profond, soit impliqué dedans avec Zelensky est une absolue évidence. Ça, c'était prévu de longue date, encore une fois. C'est comme la reconstruction de l'Irak. Hein, au moment où il y a eu les guerres en Irak, il y avait déjà eu des grandes réunions avec Dick Cheney, Condoleezza Rice, la famille Clinton, etc. Juste avant la guerre en Irak, ils se partageaient déjà le gâteau, puisqu'ils avaient des intérêts personnels en Irak, ils se partageaient déjà le gâteau, et qui paierait les coûts de la reconstruction, les contrats américains, etc. Tout était prévu avant même la guerre en Irak. Voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus sur les médias mensonges sur le 11 septembre. J'avais fait une vidéo là-dessus. Bon, là, il va falloir aller sur Odyssée là, pour la voir, cette vidéo. Donc, en gros, l'Ukraine, c'est comme la guerre d'Irak bis repetita. Voilà. Donc, absolument rien de nouveau sous le soleil. Tout est prévu à l'avance. Voilà. Sauf que les États-Unis pensaient qu'ils allaient, quoi, l'État profond pensait qu'ils allaient faire coup double, c'est-à-dire bon, avoir énormément d'argent grâce à l'Ukraine et avoir énormément de pétrole, puisqu'il y a du pétrole aussi en Ukraine, donc une prospection à faire, il y a du gaz bien entendu, donc ils pensaient ils allaient s'emparer de tout ça grâce à la destruction de la Russie, de l'intérieur économiquement, c'est-à-dire que la Russie allait redevenir, comme dans les années 90, donc un État minable. Voilà. Donc ils allaient penser gagner sur tous les tableaux. Prendre l'Ukraine, les ressources de l'Ukraine, etc. Et je fais une petite digression parce que peu de gens le savent. Je vous rappelle que la majorité des terres céréalières ukrainiennes, la majorité, sont prises, ont déjà été achetées par la fondation Bill et Melinda Gates et Monsanto. Voilà, faut pas l'oublier. Donc en gros, euh, l'Ukraine, alors je sais pas si c'est Zelensky ou Porochenko, je crois que c'est Zelensky, mais j'en suis pas sûr, avait déjà vendu une grande partie de ses terres agricoles aux Américains. Hein, ça appartient déjà à de grands groupes américains. Alors la liste n'est peut-être pas exhaustive, hein, des compagnies américaines qui possèdent des terres agricoles ukrainiennes. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais je sais qu'il y a la fondation Bill et Melinda Gates et Monsanto. Et je rappelle que Monsanto a été acheté par Bayer il y a de cela déjà des années. Donc Monsanto, qui était le groupe américain, appartient maintenant aux Allemands, hein, par Bayer depuis bien bien longtemps maintenant. Alors maintenant, bon, j'ai pas tous les détails en tête au niveau des dates quand ça a été acheté, mais en gros, voilà, c'est ça. Donc faut pas oublier qu'il y a des connexions en gros par tous les gros groupes appartenant à l'État profond, que ça soit au niveau agricole, financier, comme on a pu le voir avec BlackRock, et ainsi que le grand complexe militaro-industriel américain. Comme vous pouvez le voir, tout est lié. Zelensky, lui, est au milieu de tout ça. Hein, faut pas oublier que Zelensky était au milieu des Pandora Papers et que ça a été reconnu par tous. Bon, allez, j'arrête là parce que là, je commence à être vraiment trop long. On va passer maintenant à la carte militaire. Alors, voici la carte militaire. Alors, il s'est passé plus de choses que d'habitude sur la carte militaire. Alors, il faut savoir qu'il y a une forte activité ukrainienne, d'attaque ukrainienne dans la zone d'Odessa et qu'ils font beaucoup d'attaques marines avec des drones marins qui seraient des drones britanniques, pour être très exact. Les Ukrainiens attaquent sur tout le front avec des drones, avec des missiles, mais alors évidemment en nombre très restreint parce qu'ils en ont très peu. Il faut savoir que sur la zone de Kherson, puisque évidemment moi je commence toujours par le sud,
ben, il y a eu encore une tentative de prendre les petits îlots sur le Dniepr, évidemment qui se sont encore une fois révélés vaines, mais ils tentent toujours. Alors moi, d'après ce que je comprends, vu qu'ils n'arrêtent pas de tenter, ils essayent pour l'instant en vain de trouver une faille. Alors ils envoient des petits groupes comme ça. La plupart se font détruire. Alors peut-être qu'il y en a qui en réchappent, mais moi je ne suis pas à ce niveau de détail. En tous les cas, les grosses, entre guillemets grosses, hein, dans leurs petites offensives régulières, pour essayer de trouver la faille, à chaque fois, les plus importantes se font détruire. Maintenant, peut-être que les petites groupes en avant-garde de 3-4 personnes, peut-être que eux en réchappent. En tous les cas, ils essayent toujours. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur Erson. Il y a des combats, alors je tiens à le dire immédiatement, sur toute la ligne de front, hein. Mais comme d'habitude, hein, ça ne change pas. Mais il faut savoir que là, les Ukrainiens sont en mode offensive. C'est-à-dire, ils faisaient des petites attaques comme par-ci, par-là. Là, maintenant, il y a des vraies attaques, de vraies offensives un petit peu partout. Là, les zones où il y a des offensives, donc ça ne change pas, c'est toujours dans la zone surtout d'Orirov, ici, donc qui semble vraiment importante. Alors je l'avais dit déjà la dernière fois, pourquoi cette zone est importante, c'est parce que si les Russes prennent cette zone, ça leur donne ensuite une avancée possible vers Zaporizhia. Donc en gros, ce que veulent faire les Russes, c'est de prendre cette zone, ces villes, voilà, pour les amener à Zaporizhia, bien évidemment. Donc comme les forces ukrainiennes sont regroupées ici, une fois que ce verrou-là sera tombé, ça va leur donner une avancée, on va dire, relativement aisée vers Zaporizhia, aussi appelé Zaporizhia pour information. Et d'ailleurs, en russe, on dit plutôt Zaporizhia. Bref, donc Orirov, très très important pour les Russes, grosse bataille ici, ça ne change pas vraiment à l'habitude, hein, on va dire. Pour Ougledar, alors Ougledar, je vous avais dit que ici c'était une forteresse importante. Les Russes, évidemment, c'est une carte ukrainienne, hein, je le rappelle. Donc, évidemment, elle est fausse et elle est au détriment des Russes et aux avantages des Ukrainiens, bien sûr. Ougledar, ça n'avance pas. Les Russes sont ici depuis très très longtemps. Il y a eu des incursions ici. Ougledar a été bombardé par des bombes planantes, hein, des FAB 250 et des FAB 500 surtout, un tout petit peu de CAB 1500. Donc Ougledar est en train de tomber, mais très 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 lentement. Pourquoi? Parce que comme je le dis depuis des mois, parce que ça fait des mois que je vous le dis maintenant, Ougledar est entouré de mines anti-chars. Et il ne faut pas oublier que pourquoi les Russes ont autant de mal, c'est que les Russes ont beau avoir envoyé des engins de déminage dotés d'IA, c'est-à-dire c'est des chaînes, des rouleaux de chaînes via un robot qui démine les zones. Très rapidement, les Ukrainiens tirent des obus spéciaux qui ont 4-5 mines, des petites mines magnétiques euh, qu'ils envoient régulièrement. Donc en 24 heures, la zone est reminée. Donc c'est les Ukrainiens jouent la défensive au maximum. Ils ne peuvent pas faire d'offensive, ils essayent, hein, mais ils ne peuvent pas faire de vraie offensive. Ils se font détruire parce que Ougledar est complètement prise. En fait, la zone, on va dire rouge, va jusque là en fait, hein, ça va jusque là. Voilà, ça c'est la vraie zone prise par les Russes.
Donc les Russes ont énormément de mal puisque Ougledar est une forteresse importante depuis déjà plusieurs mois. Ils ont beaucoup de mal parce que c'est miné et reminé, même si la zone est en permanence déminée par les Russes. Donc n'oublions pas que grâce à des obus d'ailleurs américains, puisque c'est des obus américains qui reminent à chaque fois. Évidemment, c'est pas des sapeurs qui viennent faire des trous dans le sol, mettre des mines dans le sol et mettre du sable dessus. Non, c'est plus comme ça que ça marche. C'est des toutes petites mines magnétiques, voilà, qui peuvent faire beaucoup de dommages à des véhicules blindés. Alors je vous dis tout de suite, les mines anti-chars tirées par les obus, ça fait des petits dégâts aux tanks dernière génération. Les tanks dernière génération, en général, sont invulnérables à ce type de mine, hein. Mais ce que craignent beaucoup les chars, même dernière génération, c'est pas le bas de caisse, mais c'est les chenilles. C'est les chenilles qui peuvent être endommagées par ce type de mine magnétique. Voilà, donc ça, fallait le dire. Ougledal, en gros, rien ne bouge vraiment. Malinka, j'en parle pas parce que c'est toujours la même chose. Par contre, Avdiivka, là, les Russes avancent toujours, les pinces se referment toujours, principalement vers le nord. Là, vous voyez, c'était là leur plus grosse avancée sur Avdiivka. Avdiivka va être prise en... voilà, il y a moins de doutes, il y a moins de difficultés pour les Russes sur Avdiivka. Avdiivka, c'est une ville forteresse ukrainienne qui est plus importante que Bakhmut. Voilà, je tenais à le dire. Euh, Peut-être pas au niveau de son importance logistique, au niveau du hub logistique, mais au niveau de la taille, du nombre de troupes d'Ukrainiens dedans, etc. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'Avdiivka est plus importante que Bakhmut. Quand Avdiivka tombera, ça fera un très gros coup au moral, tout du moins, et même au niveau des troupes ukrainiennes, au niveau de la guerre en général, ça fera une très grosse défaite. Donc on attend toujours, hein, n'oublions pas que les villes non annoncées encore par le ministère russe comme prises et qui sont des forteresses ukrainiennes, c'est Ougledal, Malinka, Avdiivka et Bakhmut. C'est vraiment les villes forteresses les plus importantes. Voilà. Donc Avdiivka, on en a parlé. Maintenant, on va parler bien évidemment d'Artyomovsk. Artyomovsk, maintenant, je vais... Bon, officiellement, on va dire encore Bakhmut. Bakhmut, c'est le nom ukrainien. Artyomovsk, c'est le nom russe. Encore une fois, là, ne vous laissez pas leurrer, c'est une carte ukrainienne. Donc, en fait, les Russes sont ici, ils ont pris le sud d'Ivanivske, ils ont pris le sud d'Ivanivske, ils sont ici. Il y a eu des attaques ukrainiennes importantes, donc ici, donc vers le nord de Bakhmut, ici et ici. Voilà. Alors maintenant, le ministre de la défense russe, c'est-à-dire Shoigu, donc annonce que ces offensives importantes, hein, les plus importantes depuis un moment ukrainiennes, ont été repoussées. Alors d'après le ministère de la Défense russe, ils ont été repoussés, donc statu quo au niveau de Bakhmut. Prigogine, lui, dit un peu tout et son contraire, mais bon, je vous avais fait dans les informations générales un gros point de ce que dit Prigogine. Donc là, encore une fois, la carte est archi fausse, bien évidemment. Les Russes sont plutôt ici. Voilà, donc en gros, ce qui reste du territoire ukrainien à Bakhmut, ce serait ça. Voilà, ce serait ça qui reste du territoire ukrainien assez exactement. Alors d'après Prigogine, les Ukrainiens seraient effectivement ici.
Donc là, ça c'est d'après les Ukrainiens. Donc ils auraient repris une partie de cette route. En fait, ils n'ont rien repris de tout d'après le ministre de la Défense russe. Alors évidemment, il y a eu de gros combats ici et ici. Ça c'est vrai, il y a eu de gros combats. Donc c'est disputé. Mais ici, c'est tellement bombardé par l'armée russe et Wagner que de toute manière, les Ukrainiens, même si ça bataille ici et que les parties sont contestées, de toute manière, la bataille est tellement forte qu'on ne peut pas dire ni d'un côté ni de l'autre que c'est prise par les Russes ou les Ukrainiens. Donc on va dire que ça, c'est maintenant une zone grise. Certes, elle a été complètement prise par les Russes, toute cette zone, hein, donc englobant la route 505, 506, ça avait été pris par les Russes. Maintenant, c'est disputé. On ne peut pas dire ni l'un ni l'autre, mais c'est tellement bombardé que de toute manière, c'est inutilisable par les Ukrainiens, si on parle du côté ukrainien. Voilà. Et d'après le ministre de la Défense russe, l'offensive a été repoussée. Voilà, alors maintenant, qui croire, évidemment, on a la version de Prigogine, on a la version du ministre de la Défense russe, et on a la version ukrainienne. Donc après, bon, chacun se fera son avis. En tous les cas, la toute dernière version de Prigogine, c'est que les Wagner avance toujours, et que là, le Bakhmut, bah, chaque centaine de mètres est pris tous les jours par l'armée wagnérienne, on va dire, et l'armée russe sur les flancs, puisque c'est Wagner qui est à l'intérieur de Bakhmut, et l'armée russe est sur tout le pourtour de Bakhmut, c'est l'armée russe, donc régulière, donc en fait, voilà, qui croire. La seule chose qu'on sait, et d'après Slavian Guard, bah, il n'y a plus qu'un petit confetti de l'armée ukrainienne à Bakhmut, voilà, un dernier soubresaut de résistance. Évidemment, bon, comme je le dis à chaque fois, Tchassiviar, c'est vraiment la vraie défense ukrainienne qui est ici et qui va poser plus de problèmes que les petits restes là de Bakhmut. Je vous rappelle aussi que, d'après moi mes rapports, une fois que Bakhmut sera tombé ainsi que Chassiviar, d'après ce que j'ai compris, l'armée russe ira directement sur Kramatorsk et finir avec Slaviansk. Et comme je le répète à chaque point sur l'Ukraine, quand Kramatorsk et Slaviansk seront pris, pardon, cela sera le signal de la défaite ultime de l'Ukraine. Et si tout se passe comme on le prédit, après, évidemment, il y aura Odessa de prix, et voire Kharkov. Nous verrons bien, mais en tout cas, quand Bakhmut sera prise par les Russes, ça fera un terrible coup dur sur l'Ukraine. Alors je vous dis pas quand Kramatorsk et Sloviansk seront prises, là ce sera le coup final massue. Bon, pour en rester au quotidien, on pourrait dire que évidemment les points importants c'est Siversk, évidemment vous pouvez voir que c'est une ville très très importante pour les Ukrainiens, donc très importante pour les Russes. Vous pouvez voir que Siviesk est de plus en plus entourée. C'est une ville forteresse, voilà, moins importante que Ougledar ou Avdiivka, et bien sûr Bakhmut, mais qui est quand même importante. Voilà, donc le fait que les... Bon là c'est plus ou moins exact au niveau des avancées russes. Vous pouvez voir que là, si les Russes ne sont pas autour de Siversk, bah, tout simplement parce que là, il y a une forte armée ukrainienne, évidemment. Encore une fois, ce n'est pas une ville forteresse comme les autres villes précédemment, où toutes les forces ukrainiennes sont à l'intérieur de la ville, entourées de forces russes. C'est pas le cas, là, il y a de forces ukrainiennes importantes tout autour de la ville. Donc, guerre d'attrition, cela va se faire lentement. Siversk qui est très très important pour les Ukrainiens, mais qui est loin d'avoir la valeur symbolique d'Ougledar, parce que Ougledar,
Marinka, Avdiivka sont des forteresses historiques ukrainiennes extrêmement importantes. Sivelsk est une forteresse ukrainienne, mais d'importance secondaire. Voilà. On remonte les points les plus importants toujours pour les deux armées, parce que évidemment c'est très important, ne serait-ce qu'au niveau du symbole. Bah, c'est tout simplement Kupiansk, évidemment, donc, et Liman. Alors, Liman en russe, Krasny Liman pour les Ukrainiens. Donc, et pourquoi parce que les médias en parlent, tout simplement. Liman ou Krasny Liman pour les Russes, parce que ça appartenait aux Russes, les Ukrainiens les ont repris suite à la retraite russe, même si là on pourrait dire pour Krasny Liman que effectivement on pourrait accorder exceptionnellement aux Ukrainiens qu'ils ont fait une offensive avec succès, parce qu'il y a une retraite russe, mais la retraite n'était pas complète. C'était pas comme la grande offensive de Kharkov, de l'oblast de Kharkov des Ukrainiens, où là, parce qu'il y avait une retraite totale de l'armée russe sur l'oblast de Kharkov, là, il n'y a pas une retraite totale de l'armée russe, il y avait quand même de l'armée qui restait sur Krasny Liman. Donc on peut leur accorder exceptionnellement que les Ukrainiens avaient fait une offensive avec succès, pourrait-on dire. En tout cas, ça c'est des zones très disputées. Les Russes avancent toujours, hein, lentement mais sûrement. Sur Kupiansk, pareil, les Russes avancent toujours. Alors pourquoi je vous parle toujours de ces mêmes zones? Parce que c'est les zones les plus disputées et les plus importantes pour les Ukrainiens. Donc les plus importantes pour les Russes. Alors évidemment, il y a des attaques qui ont été faites, hein, de manière plus générale. Hein. Je vous ai parlé dans les informations générales de l'oblast de Bryansk. À la frontière, il y a eu un Sukhoi, quoi. En français, un Sukhoi 34. En russe, Sukhoi 34, qui a été abattu par les Ukrainiens, et deux Mi-8, hein, donc c'est des hélicoptères de combat russes. Donc ça, c'était une petite victoire indéniable de l'armée ukrainienne en territoire russe, dans l'oblast de Bryansk. Alors la semaine dernière, il y avait de grosses attaques de drones en Crimée et dans l'oblast de Krasnodar. Je rappelle qu'il y a des attaques de drones tous les jours de l'Ukraine. Donc, et il y a des attaques tous les jours massives de missiles balistiques, de missiles de croisière, de bombes planantes côté russe. Parce que les Russes, eux, font des attaques massives maintenant tous les jours. Je pensais que ça allait se calmer, et non. Il y a des attaques tous les jours. Alors évidemment, on est loin des attaques massives russes dont on parlait il y a 2-3 mois, où les Russes envoyaient 120 missiles. Bon, on n'est pas évidemment dans cette attaque massive, hein, on n'est pas dans ce genre-là. Mais il y a quand même 20-30 missiles qui sont envoyés tous les jours côté russe. Alors, missiles tout confondus, hein, voilà. Et en plus, les Russes emploient de très gros missiles. Parce que là où ils emploient les missiles, c'est surtout avec du KH-101. Donc parmi les plus gros missiles russes. Les KH-101, c'est les plus gros missiles russes. Ils font des dégâts, mais colossaux. Hein. Et puis sans compter que les Russes ont fait des attaques toujours massives avec des Géranium 2 sur des dépôts de munitions et de missiles aussi, principalement dans l'oblast de Nikolaïev et l'oblast de Zaporizhia, là, présentement ces derniers jours. Donc ils font très mal. Alors évidemment, les médias occidentaux n'en parlent pas de ça, mais là, les Ukrainiens, bon, bah, sont très 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 mal. Donc ça pourrait expliquer aussi pourquoi il n'y a pas de grande offensive. Parce qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, le matériel militaire vient principalement de Pologne. Hein. Donc il faut que le matériel militaire américain, une fois qu'il arrive à la base de Ramstein en Allemagne, qu'il arrive en Pologne, et que de Pologne, il arrive jusqu'au front. Hein. Donc vous doutez bien que c'est tout un périple pour les livraisons
ukrainienne d'arriver sur le front. Je dis livraison ukrainienne, matériel américain et de l'Union européenne. Donc de là, ils doivent arriver là. Voilà. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a énormément de livraisons qui entre-temps se font bombarder. Et comme les systèmes antiaériens ukrainiens sont complètement à la ramasse, je vous rappelle que les documents qui ont filtré du Pentagone, qui ont été révélés sur Discord par Jack Texera, donc le première classe, voilà, le soldat première classe américain, bon, le bouc émissaire en gros, hein, dans les documents déclassifiés, eh bien le Pentagone disait qu'au 5 mai, les systèmes antiaériens ukrainiens seraient totalement épuisés. Au 5 mai. Et ça, c'était dans les documents qui ont fuité du Pentagone. On est le 14 mai. Donc vous vous doutez bien que là, il y a un petit problème. Il faut savoir que la défense aérienne ukrainienne est principalement basée sur des S-300 et des Buk, BUK, des Buk M2 et des Buk M3. Voilà, ça c'est la défense ukrainienne principale. C'est pour ça que, comme c'est épuisé, bah, il y a énormément maintenant d'attaques d'avions maintenant russes qui vont carrément en territoire ukrainien, c'est-à-dire ici. Voilà, maintenant il y en a de plus en plus. Bon, ça reste encore timide, hein, parce que les Ukrainiens ont encore énormément de systèmes antiaériens portables de type Stinger. Ils en ont encore beaucoup. Et bon, bah, ça peut faire évidemment des dégâts, hein, évidemment encore sur l'armée aérienne russe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'attaque aérienne massive russe encore sur l'Ukraine, parce qu'il y a quand même, voilà, ces missiles portables qui peuvent être encore très dangereux. Voilà, donc ça reste encore un problème pour les Russes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte de l'Ukraine. Donc vous pouvez voir que bon bah il y a beaucoup d'offensives et que les Ukrainiens se réveillent. Ils se réveillent, mais ils se réveillent pile au moment où Zelensky fait sa tournée en Europe pour réclamer des sous et de l'armement. Voilà, ça tombe pile à ce moment-là. Quand, à mon avis, ce n'est que mon avis, mais quand Zelensky va revenir en Ukraine, eh bien, bah voilà, ce sera la fin, je pense, pour moi, des offensives ukrainiennes. Ce n'est que mon avis. Nous verrons bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Ukraine et sur la carte militaire. Voilà, c'est la fin. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, un commentaire, même simplement pour dire merci. Cela m'aide à être plus vu sur les plateformes. C'est important pour moi. Et encore plus important, éventuellement un petit don. Lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien Analyse du Monde, qui s'appelle maintenant, comme vous le savez, Réinformation sur le monde sur la plateforme YouTube. Donc merci à vous de votre soutien à Analyse du Monde et toujours, soyez curieux.